Bonjour à tous et bienvenue dans Stories. L'émission qui met en avant des parcours de vie incroyables. À travers des interviews émouvantes et des témoignages parfois poignants, on va explorer les défis surmontés, les leçons apprises et les émotions brutes de ces personnes. Que ce soit une histoire de vie, de transformation ou de réussite, chaque épisode de Stories est un épisode unique. Surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez la vidéo et écoutez-nous sur Spotify. James et Shona. C'est parti pour le premier épisode. Bonne écoute. Le feu a pris en pleine nuit. Vers 3 heures, il a surpris dans leur sommeil les locataires de cet immeuble de Saint-Denis. C'est un des incendies les plus meurtriers de France. Les flammes, elles étaient tellement violentes et impressionnantes qu'ils ont galéré à éteindre l'incendie, en fait. La porte d'entrée, elle s'est effondrée. Et les flammes, elles ont commencé à rentrer dans l'appartement. Et au moment où j'arrive au fond de la pièce, là, gros trou noir. Je suis dehors, on me découpe les vêtements et je comprends pas ce qui se passe. Moi, je me réveille pour moi, le lendemain, je dis souvent le lendemain, mais en fait, il y a 3 mois qui se sont écoulés. Je dis à l'infirmière, j'ai vraiment trop mal et tout. Et elle m'explique que j'ai plus mes jambes. Tu dis que c'était un incendie criminel, du coup tu sais d'où il est parti, qui a fait ça? Elle, c'est Grace. Mannequin, athlète, influenceuse, elle est aujourd'hui suivie par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Elle est une source d'inspiration et de résilience pour tous ceux qui connaissent son parcours inspirant. Alors, qu'on soit un rescapé, qu'on soit marqué par la vie, handicapé ou tout simplement qu'on se sente différent, tous peuvent s'inspirer de sa manière de faire avec ce que la vie lui a donné et ce que la vie lui a pris. Jouer en NBA, possible. Représenter la France aux Jeux paralympiques, possible. Prendre la parole lors d'un TEDx, possible. Fédérer une communauté autour de l'acceptation de soi, possible. Son histoire est bouleversante et nous invite à changer de perspective sur notre propre existence. Aujourd'hui, j'aime profondément la vie, honnêtement. Souvent, je dis je suis super heureuse et je suis super chanceuse, moi, d'avoir eu cette seconde chance à la vie. Je pense sincèrement que c'est mon âme d'enfant qui m'a portée et qui m'a sauvée, en fait. Hello, moi c'est Grace et je vais vous raconter mon histoire dans Stories. Salut Grace. Salut Grace. Salut James, salut Shona. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va et vous? Ouais, super. Ouais, on est trop content de te recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Tu Merci inaugures beaucoup. en fait l'émission. Merci beaucoup, c'est un honneur. Je suis trop contente d'être là. Plaisir partagé. Merci de nous faire honneur. Et pour expliquer un petit peu l'émission, donc c'est Stories et le but c'est d'inviter des personnes qui ont vécu quelque chose d'incroyable dans leur vie, qui ont bousculé leur vie positivement, négativement, et qu'elles puissent nous raconter en fait comment elles ont vécu cette épreuve et Comment elles ont évolué. Exactement. Du coup, pour commencer, je vais te poser une question. Raconte-nous un peu ta vie, où t'es née, ton enfance. Raconte-nous un peu. Ok. Alors, je suis née à Kinshasa, au Congo, prématurément. C'était pas du tout prévu. Ma mère, elle était en voyage pour visiter la famille de mon père. Ok. Et je suis née là-bas. Très rapidement, je suis arrivée en France, donc j'avais 2 mois. Et j'ai vécu toute mon enfance en région parisienne. Et j'avais un petit frère aussi qui est né, avec qui on avait 2 ans d'écart. Ok. Et toute mon enfance, c'était une enfance hyper normale. Hein, mon père, mon petit frère et moi. Et voilà, quoi. Ok. Et du coup, vous habitiez où? On habitait à Saint-Denis. Ok. Ok. Et du coup, à l'âge de 2 ans ou 3 ans, 4 ans. 4 ans, Ouais. il t'arrivait il vous arrivait une chose. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Du coup, en fait, c'était un soir de février et on dormait. Il y avait que ma mère et mon petit frère ce soir-là et on avait demandé à ma mère si on pouvait dormir avec elle. Donc, on dormait avec elle au salon et d'un coup, ma mère, elle a senti une odeur de fumée. Donc, elle s'est mise un peu à checker un peu partout pour voir s'il n'y avait pas, je sais pas, une fuite de gaz ou un câble qui avait sauté, quelque chose comme ça. Elle est même partie demander à la voisine, qui était sa meilleure pote, est-ce que tu sens pas une odeur de fumée et tout? Et la voisine, elle lui a dit que oui, mais que vu qu'elle, sa fenêtre, elle était ouverte, elles se sont dit que ça venait de dehors. Ouais.
Donc, ma mère, elle s'est pas plus inquiétée que ça. Elle nous a donné de l'eau et elle et mon petit frère, ils se sont rendormis. Mais moi, je dormais pas, mais j'étais juste dans le lit avec eux, quoi. Et je sais pas, je voyais de la lumière sous la porte d'entrée, mais je pensais pas à grand-chose de ça. Ensuite, j'ai entendu des bruits dans les escaliers et je pensais que c'était des voisins qui rentraient parce qu'il était Ouais. quand même assez tard. Et d'un coup, je sais pas combien de temps il s'est écoulé entre tout ça, mais d'un coup, la porte d'entrée, elle s'est effondrée et Ok. les flammes, elles ont commencé à rentrer dans l'appartement. Donc là, j'ai eu super peur et je suis partie me réfugier au fond de la pièce. Et les flammes, elles sont arrivées assez vite vers moi quand même. Et là, quand j'ai vu les flammes arriver vers moi, j'ai flippé encore plus et je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir ma mère. Mm. Donc, c'est à ce moment-là où, pour aller la voir, j'ai dû marcher à travers les flammes. Donc, c'est là où mes jambes, elles ont été gravement brûlées. Et c'est vrai que sur le coup, je ne me rendais pas compte vraiment de ce qui était en train de se passer. Je captais que c'était du feu, mais honnêtement, avec l'adrénaline, je ressentais Ouais. pas la douleur. J'avais juste chaud. Je me souviens juste avoir chaud, mais un chaud un peu comme, tu vois, un jour de canicule, tu vois. Ok. Et je secoue ma mère pour la réveiller. Et elle se réveille pas. Je secoue mon petit frère pour le réveiller. Il se réveille pas non plus. Et leur corps, il était déjà tellement chaud et en train de brûler que je me souviens quand j'ai retiré ma main du corps de ma mère, sa peau, genre, elle a fondu, tu vois. Wow. Et j'ai crié aïe, genre, c'était trop bizarre. Et finalement, comme il se réveillait pas et que j'avais vraiment chaud, je suis retournée au fond de la pièce parce que les flammes, elles étaient pas encore là-bas. Et au moment où j'arrive au fond de la pièce, là, gros trou noir. Donc, Ok. je me réveille, je sais pas combien de temps après, et je vois un pompier qui rentre dans l'appartement. Ok. Et je suis en flip encore une fois parce que j'ai 4 ans, j'ai jamais vu de pompier en tenue de soldat du feu et tout. C'est Ouais, hyper bien Ouais, c'est sûr. impressionnant. impressionnant. C'est Ouais. hyper Mm, mm. impressionnant. Et je me souviens, j'essaye de reculer contre le mur. Mais il y a le mur, tu vois, j'avais vraiment peur de lui et il me porte, il me dit: «Ça va aller» et tout. On essaye de descendre par, les escaliers de l'immeuble. On habitait au 5e étage d'un immeuble de 6 étages et les Ok. escaliers menaçaient de s'effondrer. Donc on est re-rentrés et là, on est descendu par, l'échelle des pompiers et apparemment, j'ai perdu conscience une fois arrivée dehors. Mais moi, ce dont je me souviens, c'est que je suis dehors, on me découpe les vêtements et je comprends pas ce qui se passe, tu vois? On me Ok. perfuse, on me donne les premiers secours et tout et avec le masque qu'ils me mettent, antidouleur, je me souviens que je commençais un peu à halluciner, tu vois? Ok. Ok. Genre, en fait, le masque, donc je l'ai sur le nez comme ça et il y a comme un ballon, tu vois, qui gonfle sur mon ventre Ouais, ouais. et je commence à halluciner de fou. J'ai l'impression que c'est plein de fourmis qui sont sur mon corps. Et on se met en route vers l'hôpital. Donc moi, je vais à l'hôpital, des Grands Brûlés à Trousseau. Ouais. Et je me souviens du visage, du chirurgien, un roux, très barbu, qui me dit: «Ça va aller ma belle» et là, bah, voilà, je m'endors Ouais. Les et trous noirs. en fait, moi, je me réveille pour moi, le lendemain. Je dis souvent le lendemain, mais en fait, il y a Ok. 3 mois qui se sont écoulés, Mm. Wow. parce que j'étais dans le coma pendant 3 mois avec 1 % de chance de survie. Mais du Ah là coup, là. excuse-moi, je te coupe. C'est un coma qui a été volontaire de leur part ou tu as été plongé dans le coma parce que tes chances de survie étaient faibles? Non, c'était pas un coma induit, c'était vraiment, ma Naturel, situation, quoi. ouais, voilà, c'était Ouais. la Ok, situation ouais. corporelle, le choc, et tout qui était, beaucoup trop puissant, Ouais, en ouais, fait. ouais. Et est-ce que tu avais une notion du temps pendant tout ce laps de temps qui s'est passé à partir du moment où les flammes où tu as vu les 1res flammes jusqu'au moment où tu as vu le pompier avec sa tenue de feu? Aucune notion du temps, mais j'ai eu l'impression que ça s'est passé quand même assez vite. Le moment le plus long, je dirais, c'est à partir, du moment où j'ai vu la lumière sous la porte, ensuite Ok, entendu les ouais. bruits et puis peut-être après les bruits, j'ai eu l'impression qu'il s'est passé peut-être 3 minutes. Là, la porte s'est effondrée, mais c'est vrai que l'incendie en lui-même, pendant que j'étais dedans, s'est passé assez vite, alors qu'en fait, au final, je suis restée dedans pendant 3 heures. 3 Ah heures? ouais? Mais parce que du coup, tout ça, ça s'est passé. Les pompiers, en fait, ils ont pris du temps à arriver? Non, ils étaient sur place hyper rapidement. Ok. Il y avait même le préfet. Il faut savoir que c'est un des incendies les plus meurtriers de France qu'il y a OK. eu. Donc, même les équipes télé et tout, elles étaient sur place. J'ai réussi à avoir des images et tout. Mais le truc, c'est que les flammes, elles étaient tellement violentes et impressionnantes qu'ils ont galéré à éteindre l'incendie, en Ok. fait. C'était surtout ça. Et en fait, il y a eu 2 foyers de feu qui ont été allumés.
Et c'était quand même un ancien immeuble haussmannien, donc boiseux et ouais. tout. Et les escaliers, ils ont Ouais. pris feu direct et les appartements aussi, quoi. Mais parce que tu dis que c'était un incendie criminel, du coup, tu sais d'où il est parti, qui a fait ça? Enfin, Alors, on sait, c'était l'ex-mari de ma voisine. Ok. Tu sais, les histoires un peu toxiques, etc., machin. Et il a voulu se venger d'elle. Donc, en pleine nuit, il a décidé d'allumer 2 foyers de feu. Ils savent qui c'est. Maintenant, ils l'ont jamais arrêté. Aux dernières nouvelles que moi, j'ai eues, apparemment, il serait caché dans des montagnes en Algérie ou je sais pas trop quoi, tu vois. Mais voilà, quoi. C'est incroyable. Ouais. Et quand tu t'es réveillée, tu t'es sentie comment? En fait, j'avais très mal. J'avais l'impression que mon corps, il était à vif de partout. Moi, déjà, je me réveille, j'ai l'impression que c'est le lendemain. Donc, tout est encore hyper vivide et je m'attends à voir ma mère et mon petit frère, malgré tout. Parce que quand ils se réveillent pas, je me dis pas qu'ils sont morts. À 4 ans, la mort, c'est quand même assez C'est abstrait. abstrait. Ouais. Et je suis dans une chambre stérile. Donc, tu sais, il y a plein de plastique autour de toi, un peu comme chez les bouchers, tu vois. Mon père, il est habillé en chirurgien, il est tout en bleu, je vois que ses yeux. Et je comprends pas trop ce qui se passe. Donc, direct, je lui demande elle est où, maman? Il me répond pas trop. Je lui dis il est où, Timmy, mon petit frère? Et là, il s'effondre. Donc, il pleure et tout. Et il essaye de m'expliquer que ils sont au ciel. Et moi, à ce moment-là, je comprends que je vais pas les revoir pendant longtemps. Mais je me dis pas que c'est pour toute la vie, en fait. Ouais, parce qu'à 4 ans, je pense que tu te rends pas vraiment compte. Surréaliste, Non. Ouais. Moi, je pensais qu'ils allaient revenir. Ouais, ouais. Enfin, voilà, quoi. Je me dis, ils sont au ciel là, pendant un petit Oui, temps. oui, Mais oui. je pensais que j'allais les revoir. Et j'avais vraiment hyper mal. Il faut savoir que j'étais bandée de la tête aux pieds. On voyait que mes yeux, mon nez et ma bouche. Et j'avais hyper mal. Et je pleurais, je hurlais. Et j'arrêtais pas de lui dire j'ai trop mal aux jambes, j'ai trop mal aux jambes, j'ai mal aux pieds et tout. Et il pleurait encore plus. Parce que lui, il savait à ce moment-là Ouais. que moi, j'avais été amputée. Mais moi, je ne le savais pas encore. Parce que j'étais couverte d'un drap et tout. Ouais, ouais. Donc, il appelle l'infirmière. Et je dis à l'infirmière j'ai vraiment trop mal et tout. Et elle m'explique que j'ai plus mes jambes. Et je comprends pas trop. Vraiment, je comprends pas trop parce que je les sentais lourdes. Tu sentais tes jambes lourdes? Ouais, elles étaient super lourdes. Genre, elles étaient super lourdes et douloureuses. Et en fait, je disais j'avais mal aux pieds parce que j'avais encore la sensation de les avoir. Ok. Ouais, c'est les douleurs fantômes. C'est les je douleurs crois, ouais. fantômes, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un concept aujourd'hui que je comprends, mais qui à 4 ans est tu peux pas. hyper... Non, À 4 ans, tu peux pas. c'est hyper abstrait. Et j'avais plein de fourmillements, en fait. Et tu vois, ça me faisait comme si ça me chatouillait les orteils et tout. Donc, elle soulève le drap et c'est là que je vois que mes 2 jambes en dessous du genou, elles sont plus là. J'ai juste des gros bandages, quoi. Donc, honnêtement, je réagis pas trop à ça parce que je pense que je comprends même pas. Ouais. Vraiment. Et puis, je il y a comprends eu même tellement d'événements qui sont Ouais. passés coup sur coup pas. Ouais. que, en fait, t'es encore en état Je de suis en choc. choc. Ouais. Je suis encore en état de choc et moi, à ce moment-là, je cherche vraiment à savoir quand est-ce que je vais revoir ma mère et mon petit frère. Ok. C'est vraiment eux qui me manquent et aussi j'ai trop mal fait quelque chose. Ouais. J'ai trop mal fait quelque chose et j'avais une pompe à morphine qui était sur moi que je pouvais presser et tout, mais honnêtement, la douleur, elle était tellement forte que ça faisait rien, quoi. Et en fait, du coup, ils t'ont fait quoi comme opération durant ces 3 mois? Du coup, le jour de mon anniversaire, il y a eu la plus grosse opération. Donc, c'était l'amputation de mes 2 jambes. Et en fait, on a dû m'amputer parce que j'ai eu une gangrène. Donc, c'est quand ton sang, il fait des caillots et en fait, ça pourrit. La circulation sanguine, elle se fait plus bien. Et si tu n'amputes pas, c'est la mort. Donc, ils m'ont amputé des 2 jambes en dessous du genou. Ils ont essayé de sauver mes jambes le plus longtemps possible. Et puis ensuite, ils ont enlevé toute la peau qui était abîmée. Et on était en attente de greffe de peau de la part d'une banque de peau. Mais c'est vrai que j'étais tellement fragile que c'était même pas possible en fait de me faire les greffes tout de suite. Ensuite, ils ont essayé vers la fin des 3 mois de me faire les greffes, mais j'ai fait des rejets en fait. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dû me raser la tête, les cheveux, et prendre la peau de mon crâne. Parce qu'avec la technologie actuelle et tout, la peau de ton crâne, tu peux la mettre dans une machine spécialisée et l'étendre sur de très, 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 très longues distances. Ah ouais? Et du coup, après, ils me l'ont greffé. Et par exemple, tu vois, genre là, sur mon bras, là où c'est un peu genre quadrillé, tu vois, ça, c'est des greffes.
Ok. Tu vois. Donc ça, c'est des greffes. Et les endroits où c'est juste, tu vois, genre juste enlevé, c'est juste ma peau qu'ils ont enlevé. Voilà. Ouais, Et ça a ok, cicatrisé, quoi. Donc, ce qu'on voit, c'est des greffes de ta peau à toi. De ma peau à moi. Ok. C'est ça. Parce que Ok. les autres, elles n'ont pas, Donc, elles ont c'était pas la seule tenu. peau, du coup, bah, forcément, Ouais, que tu rejetais que pas. j'ai pas rejeté. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que tu te souviens du premier sourire que tu as eu après l'accident? À partir de quel moment, en fait, tu as commencé à réapprendre, entre guillemets, à aimer la vie? Est-ce que aujourd'hui, tu aimes la vie, tu vois? Aujourd'hui, j'aime profondément la vie, honnêtement. Genre, souvent, hein, je dis, je suis super heureuse et je suis super chanceuse, moi, d'avoir eu cette seconde chance à la vie, tu vois. Finalement, ça s'est fait assez rapidement parce que les infirmières restaient incroyables. Ok. Elles étaient vraiment incroyables. Et vu que bah, j'ai fêté mon anniversaire dans le coma, ce qu'ils ont fait, c'est que moi, ils m'ont même pas dit vraiment, ils m'ont même pas vraiment expliqué que j'étais dans le coma. Mais quelques jours après mon réveil, on a fêté mon anniversaire. Et Ok. donc, tous les pompiers qui étaient là le soir de l'incendie et tout, ils sont venus et ils étaient derrière la vitre, Génial. plein de cadeaux, genre Génial. incroyable, plein de poupées et tout. Mon père, il m'avait acheté plein de cadeaux. Et il y avait Mickey et Minnie, les mascottes Ok. Disney, qui étaient là aussi. Et moi, je kiffais Disney et tout. Ouais. Et c'était trop bien. Et c'était, même à ce jour, ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs. C'est un de mes meilleurs anniversaires. Et ça m'a permis de sourire. Je sais qu'il y avait pas mal d'associations pour enfants qui venaient me voir à travers la vie pour essayer de me faire sourire, etc. Et honnêtement, c'est vrai que la plupart des photos de moi que j'ai à l'hôpital ou en centre de rééducation, bah, je souris. Et Bah, c'est fou parce que moi, je me souviens de cette époque-là quand même comme des moments où je souffrais beaucoup. Ouais. Les douleurs, elles étaient terribles. Les soins, ils étaient terribles. Parce que c'est vrai que, tu vois, quand on fait les pansements des greffes, ben, ta peau, elle est quand même à vif. Tu as les bandages dessus. Et quand tu dois les enlever, ça colle et Ah tout. oui, Genre, ouais, c'était horrible. Elle mettait de l'eau pour bien décoller les bandages. Mais enfin, c'était vraiment horrible. Et même, tu vois, pour les douches et tout, en fait, ils me mettaient dans des bains de bétadine. Ok. Et bah, t'as ta peau qui est à vif, ça brûle. C'était horrible. Et entre les médicaments qui me fatiguaient beaucoup, morphine, etc., plus en soi, genre juste la douleur qui te paralyse tellement et les pleurs et tout, j'étais souvent genre juste KO. Ouais. J'étais vraiment amorphe et tout. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, quand je vois des photos de moi qui souriait, qui tire la langue, qui fait le clown et tout, mais je me dis, mais les enfants, ils sont trop forts. Genre, Ouais. vraiment. Parce que je sais pas si aujourd'hui, tu vois, Mm. j'aurais la même résilience, tu vois. Si ça t'arrivait si c'est. Ouais. Ok. J'ai Si, compris. si ça m'était arrivé, tu vois, en étant ado ou adulte et tout, je sais vraiment pas si j'aurais eu la même résilience. Et je pense sincèrement que c'est mon âme d'enfant Ouais. qui m'a porté et qui m'a sauvé en fait. Ok. Et j'avais une question par rapport aux cicatrices et tout. Ça a pris combien de temps à cicatriser entièrement? Je dirais bien 2 ans. Quand même. 2 ans, ouais. Mm. Donc, tout le temps où j'étais à l'hôpital, donc pendant 9 mois. Ensuite, j'étais en centre de rééducation pendant 2 ans. Ok. Donc là, on massait les brûlures pour essayer de les Ouais. aplatir le plus possible. J'avais un masque sur le visage pour aplatir les brûlures que j'avais sur le visage aussi. J'avais des gants compressifs pour aplatir le plus possible les brûlures. J'avais, pareil, hein, des compressifs franchement sur tout le corps, tu vois. Et même mes habits, ma peau, elle était tellement sensible que genre, tu vois, les coutures qu'il y a à l'intérieur de tes Ouais. t-shirts et tout, je portais mes vêtements à l'envers Mm. pour pas que, Ok. tu vois, les coutures, elles abîment la peau, qu'elles décollent une greffe, voilà. Donc, ça a mis quand même bien 2 ans où on m'enduisait de baume, tu vois, parce qu'une crème, c'était même pas suffisant. Ouais, c'est pas assez gras, c'est Ouais, pas assez. c'est Ouais. ça. Donc, on m'enduisait de baume. Parfois, on était à la limite du rejet. Enfin, c'était quand même compliqué. Et après ces 2 ans-là, fallait juste que j'hydrate ma peau de façon régulière et j'avais plus de vêtements compressifs. Je pouvais porter mes vêtements à l'endroit. Après, j'avais encore, tu vois, des petites réactions allergiques au moindre truc, tu vois. Genre certains savons, certaines crèmes, je tolérais pas, etc. Mais ouais, ça a mis bien 2 ans. Ok. Et j'ai une question par rapport à ton père. Quelle était ta relation avec ton père avant l'accident et quelle était ta relation après l'accident, donc lorsque tu étais à l'hôpital? Hyper fusionnel. Ok. On a toujours été hyper fusionnels. Franchement, mes parents, ils étaient très amoureux. Ma mère était très jeune quand elle est décédée. Elle est décédée dans sa vingtaine.
Euh, et ils étaient hyper cool. Vraiment, les deux, ils étaient hyper cool. J'étais très, très proche de mon père. Et quand j'étais à l'hôpital, ça nous a encore plus rapprochés, forcément. Même au centre de rééducation, on était très proches. Moi, mon centre de rééducation, il était quand même loin. Il était en pleine forêt de Rambouillet. Et lui, il habitait à Saint-Denis. Donc, il conduisait plusieurs fois par semaine pour venir me voir, faire l'aller-retour après le travail et tout et tout. Et on jouait beaucoup. Et c'est vrai qu'après l'accident, j'étais tellement traumatisée que je parlais plus trop, tu vois. Donc, Ok, même ouais. les photos et tout, où je souris et tout, bah, c'était que avec lui. Mais j'étais Ok. devenue une petite fille quand même assez renfermée. Mmh, 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 mmh. Je me sentais à l'aise qu'avec lui, finalement. Donc, je parlais plus trop. Il y avait qu'avec lui où je me sentais vraiment safe. Ouais. Mais du coup, après l'accident, justement, tu t'es un peu renfermée, tu étais un peu éteinte. Est-ce que tu as suivi, je sais pas, des thérapies? À l'hôpital, il y avait des professionnels pour t'aider? Alors, à l'hôpital, il y a plusieurs psys pour enfants qui sont Ouais. venus me voir, mais malheureusement, je refusais de parler. Ouais. Je refusais catégoriquement de parler. Donc, je me souviens très vivement, hein, elles sont là, dans ma chambre, et elles pouvaient rester peut-être 20 minutes et Tu parlais pas. je Ouais. parlais pas. Je refusais complètement de parler. Et même en centre de rééducation, j'ai refusé de parler. Et c'est qu'à mes 7 ans, où là, j'ai réussi à parler à une psy, et elle était hyper forte. Elle, en fait, elle avait trouvé le stratagème, c'était à travers les jeux. Ouais. Ouais. Donc, elle me mettait plein de jouets que j'adorais et je jouais et elle me posait une petite Des question petites questions par-ci, par-ci Ouais. par-là. une petite question par-là et du coup, je répondais et tout. Et c'est vrai qu'à 7 ans, c'était un âge où je faisais beaucoup de cauchemars par rapport OK, à ouais. l'accident et tout. Et du coup, elle me disait aussi de dessiner, tu vois? De dessiner, comment je me suis sentie à ce moment-là, et c'est vrai que je me souviens, bah, les dessins que je faisais, c'était, du noir, du rouge, du jaune, tu vois? Du OK. orange. Donc c'était vraiment Mmh. les flammes, une ambiance assez, tu vois, Sombre, ouais. sombre, morbide et tout. Mais, elle m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée. Et c'est vrai que ma première année, en CE1, c'est vraiment là où je suis retournée à l'école à plein temps et c'était une année compliquée, tu vois? Genre, même scolairement, j'étais pas très attentive, j'étais tout le temps, aussi dans les vapes, hein, parce que je prenais Bah encore des oui. Mmh. médicaments et je pensais à l'accident. Hem Et après cette année de thérapie avec elle, là, j'étais redevenue, la Grace d'avant, tu vois? Et après, ma scolarité, le reste, j'étais Ça a vraiment roulé? Ouais. extravertie et vraiment, la petite fille que j'étais. Et pendant, ta scolarité, comment, ils t'ont accueilli en fait? Parce que ça faisait un moment que tu je suppose que tu avais pas été en contact avec des enfants, et du coup ma question c'est, ouais, comment ils t'ont accueilli? Est-ce que, ça a eu un impact aussi sur toi, psychologiquement parlant? S'ils t'ont mal accueilli ou autre? Alors ils m'ont super bien accueillie. Ouais? Maintenant, c'est vrai qu'ils posaient beaucoup de questions. Ouais, tu Mmh. m'étonnes. C'est des enfants, et moi, en fait, ça me dérangeait pas les questions, c'est juste que ça me renvoyait à l'accident et c'était, OK. hyper récent parce que je suis retournée à l'école, en CP, mais j'y allais pas à temps plein, j'y Ouais. allais peut-être, parfois le matin ou l'après-midi et cetera. Et c'est vrai aussi que finalement de pas y être à temps plein, ça me faisait rater pas mal de moments de vie avec, mes autres camarades et cetera. Donc je me sentais un petit peu à part, mais moi aussi j'avais tellement peur qu'on me pose des questions par rapport à l'accident Ouais. que, je restais un petit peu dans mon coin pour Ouais. éviter qu'on m'en pose et cetera. Et la thérapie, ça m'a aidée à justement, elle m'a dit: «Mais tu sais, même s'ils te posent des questions, vous êtes quand même, copains et tout», tu vois? Et finalement, on s'est jamais moqué de moi. Franchement, genre Dieu merci, j'ai jamais subi de moqueries, Mmh. ou quoi que ce soit, donc ça, c'était vraiment Ouais, cool. parce que, Ouais. les enfants en règle générale quand ils sont jeunes, ils peuvent être Ouais, méchants, ils peuvent être Ouais, moqueurs, ils clairement. peuvent être méchants et tout, mais je pense qu'on avait franchement, des super bons instituteurs qui leur ont expliqué, tu vois, genre la différence et tout. C'est vrai que quand je suis rentrée en CP, j'étais dans un établissement, où il y avait que des enfants, valides, tu vois? OK. Et après quand j'étais en CE1, je suis allée dans un établissement qui était trop cool à Vaucresson, où en fait, c'était mixte. Donc il y avait OK. plein d'enfants en situation de handicap et plein d'enfants, qui n'avaient pas du tout de handicap. Donc on vivait tous ensemble comme ça dans une petite communauté et on apprenait tous, les uns des autres, tu vois? C'était Ouais. que des handicaps physiques, il y avait pas d'handicaps mentaux. Mais c'est vrai que je pense que, tu vois, ça a aidé à l'acceptation et tout, Ouais. tu vois? Par rapport à ton père Mmh. justement, heu, comment lui ça l'a impacté,
dans sa vie parce que forcément, son monde aussi s'est écroulé, je suppose. Et puis, il a vu souffrir sa fille aussi. Comment il s'est relevé de tout ça, ton père? Mon père, c'est un sujet épineux Ok. parce que, en fait, à ma sortie de l'hôpital, donc je suis allée en centre de rééducation. Et au début, j'y étais du lundi au dimanche. Quand j'ai commencé à me stabiliser un petit peu, le week-end, j'étais autorisée à aller chez mon père. Et la première fois où mon père vient me chercher pour aller chez lui, je m'attends à ce que ce soit que lui et moi. Mmh. Et finalement, quand on arrive au pas de la porte, il me dit: «Écoute, tu vas rencontrer ta nouvelle mère et tes nouveaux frères et sœurs». OK. Et là, pour moi qui viens de perdre ma mère et mon petit frère, je me dis: «Mais non, enfin, je sais qui est ma mère, je sais qui est mon petit frère et tout». Et du coup, c'est la première fois que je rencontre mes demi-frères et sœurs Ok. et que je rencontre ma belle-mère. Donc, tu as été placé du coup. Non, en fait, le truc, c'est que mon père, il avait une double Ok. vie. Oh là Ouais. là. Truc Ah de ouais, ouf. ouais, Mon père, il avait une double vie à ce moment-là. Et lui, il appréhendait finalement le moment où j'allais sortir et tout, parce qu'il s'est dit: Ouais. «Comment je vais faire Tu m'étonnes. pour...» voilà. Et il faut savoir que la dinguerie, c'est qu'il vivait à 6 minutes. Il vivait à 6 Ah minutes. ouais. Juste, on allait dans des écoles différentes, les enfants. C'est un truc de fou. Donc, du coup, ben, les week-ends, pour moi, il se passe pas bien du tout. Ouais, tu Ça m'étonnes. se passe pas bien du tout. Je suis hyper triste. Lui, il travaille beaucoup. T'as quel âge à ce moment-là? 5 ans. 5 ans? Ouais, il y a même Mm. pas eu assez de temps en Non. plus. Ouais. Et en plus, tu as l'impression qu'on remplace ta Ouais. mère, ton frère, tu vois. Ouais. Tu vois, qui me Ouais. force dans un nouveau cadre Ouais, familial ouais. alors que j'ai même pas eu le temps de faire le deuil. Pas du tout. Pas du tout, tu vois. Mais, Donc, mais est-ce qu'à 5 ans, tu as cette présence d'esprit de capter qu'en fait, ton père avait une double vie? Ouais. Ouais? Ouais. Putain, c'est incroyable. Ouais. J'ai la présence d'esprit. Et puis, vu que je suis pas bien accueillie non plus, Ok. bah, je comprends que, ouais, en fait, c'est vraiment pas mes frères et sœurs, entre Ouais. guillemets, tu vois, et que je fais pas partie de leur schéma familial. Parce qu'ils étaient méchants avec toi? Ouais. Ils avaient ton âge à peu près? Alors, faut savoir que ma demi-sœur, elle est mon aînée de 9 mois. Ah Donc, ouais. elle est mon aînée de 9 mois et que la dernière, elle a l'âge de mon petit frère Ouais. et que mon demi-frère, lui, il a actuellement 31 ans. Ok. Donc, on avait quoi, 4 ans d'écart par là? Ok. Et du coup, je suppose que tes relations avec ton père se sont dégradées par la suite ou pas? En fait, le truc, c'est que moi, je comprenais pas qu'il me laisse être aussi triste et qu'il fasse rien. Ouais. Tu vois? Donc, je voulais même pas aller chez lui le week-end parce que c'était horrible pour moi. Et à chaque fois qu'il venait me chercher, je pleurais dès qu'on arrivait devant chez lui. Il me disait: «Mais non, fais pas ça et tout, je vais t'acheter des cadeaux» et cetera. Et il comprenait pas que moi, les cadeaux, j'en avais rien à faire, en vrai. J'avais juste besoin de sa présence à lui, de son soutien à lui, et cetera. Et les moments où j'étais le plus heureuse, c'était quand il venait me voir la semaine au centre de Ouais. rééducation et qu'on était que tous les 2, et cetera. Et je sais que pour lui, c'était difficile parce que finalement, moi, il m'a dit qu'il aimait beaucoup ma mère, tu vois? Donc il perd quand même une femme qu'il aimait, il perd son fils. La vie de sa fille, elle change tragiquement du tout au tout. Et je sais qu'il a sombré un peu dans l'alcoolisme, tu vois? C'était une période très difficile pour lui. Et à la suite de ça, donc je reste 2 ans au centre de rééducation. Et un jour, les infirmières, elles me préparent et tout. Elles me disent: «Grace, trop bien, t'es guérie, tu vas sortir, on va te faire toute belle, tu vas aller chez ton père, tu vas, retourner à l'école», voilà et tout. Donc moi, je suis super contente. Hem Et l'ambulance vient me chercher. L'ambulancier, c'était un ambulancier qui m'amenait tout le temps. Donc lui, pareil, il était hyper content pour moi. Il m'a vue, vraiment dans mes Ouais. débuts. Là, j'allais mieux et tout. Je crois même qu'à ce moment-là, je commençais à avoir des prothèses. OK. Donc vraiment, il s'était vraiment passé beaucoup de chemin. Et l'ambulancier me dépose chez mon père. Et mon père dit il serait préférable que vous la déposiez chez sa tante. Oh. Donc moi, je me dis, c'est pas le week-end de mon père. Parce qu'en fait, vu que chez mon père, ça se passait mal, un week-end sur 2, j'allais chez ma tante. Donc je me suis dit, ouais. peut-être c'est le week-end de ma tante. Ouais. Et à l'heure actuelle, ça fait 23 ans que j'ai jamais revu mon père. Et est-ce que toi, tu as cherché à avoir des nouvelles de ton père ou pas? Quand j'ai eu genre 12 ans et tout, un jour, j'ai tapé son nom, son prénom sur Google. J'ai trouvé ces 2 entreprises, mais il n'y avait pas de numéro de téléphone. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais en vrai,
même s'il y a un numéro de téléphone, si je l'appelle, est-ce qu'il va vouloir me parler? Parce qu'au final, il m'a abandonnée, c'est qu'il voulait plus de moi. Donc, j'aurais jamais eu le courage de l'appeler et de me prendre un refus, un rejet, un autre rejet, en fait. Ouais. Parce que ça, je l'ai vraiment vécu comme un rejet de ma personne, de ma situation, de mon handicap. Enfin, c'est hyper violent. C'est vraiment hyper violent. Et il faut savoir que j'ai jamais eu de ces nouvelles. À un moment donné, je me disais, mais peut-être qu'il est mort. Je savais pas s'il était en vie, s'il était... Voilà. Et c'est qu'il y a 3 ans où j'ai eu de ces nouvelles. Parce qu'il m'a vu pour une pub, dans une pub dans le métro à Paris. Et il a dit à sa nièce, si elle fait des pubs et tout, c'est qu'elle doit peut-être avoir un peu de notoriété, etc. Machin. Et du coup, sa nièce, donc ma cousine, elle m'a trouvée sur les réseaux. Et c'est vrai que moi, j'ai quand même une bonne mémoire. Et je me souvenais de son prénom. Okay. Et je sais pas comment l'expliquer, mais genre, quand j'ai reçu son DM, j'ai vu son prénom. Et je me suis dit, je suis sûre, c'est elle. Avant même d'ouvrir, de savoir, voilà. Okay. Et elle m'a dit, ouais, je suis ta cousine, je sais pas si tu te souviens de moi et tout. Mais voilà, ton père, il cherche à rentrer en contact avec toi. Si jamais t'es OK pour me passer son numéro de téléphone, bah voilà. Donc, j'ai accepté. Et c'est vrai que sur le coup, j'étais franchement euphorique. Et je me suis dit, waouh, je vais savoir ce que c'est que d'avoir un père, ça va être trop bien et tout. Et ça, t'avais quel âge, pardon? C'était il y a 3 ans. Hein. Donc, j'avais 24. Ouais. Et il m'appelle. En plus, j'allais à un game, tu vois. J'allais jouer un match hyper important et tout. Je m'attendais pas du tout à ça. Je vois un numéro qui m'appelle. Et c'est vrai que moi, je réponds jamais aux numéros que je connais pas. Et là, je sais pas pourquoi j'ai répondu. Et il me dit, allô Grace, c'est papa. Et là, genre, gros silence. Je suis choquée. Je sais même pas quoi dire. Tu sais pas quoi répondre à ça. Non, je sais même pas quoi dire. Parce que même à l'heure actuelle, on se parle de temps en temps au téléphone et tout. Okay. Mais c'est impossible pour moi de l'appeler papa. Bien sûr, impossible. Impossible. Mais je te comprends totalement. Et on a essayé de discuter, d'apprendre un peu à se connaître et tout, mais c'est tellement étrange. Parce que tu es censé être une personne qui me connaît par cœur, mais en même temps, tu es tellement étranger à moi. Et puis au-delà de ça, vous avez quand même vécu un bout de chemin ensemble et traversé une épreuve ensemble. Ouais. C'est surtout ça, tu vois. Donc, c'est pas comme si t'avais abandonné à ta naissance, comme certains pères le font. Il a partagé des choses avec toi, tu vois. C'est ça qui est quand même assez choquant. Ok. Et j'avais une autre question par rapport à ça. En fait, je suis un peu sous le choc, en vrai, honnêtement. Je te trouve vraiment très, très forte comme femme parce que t'as déjà vécu un drame. Et puis ensuite, ton père t'a abandonné. Et malgré ça, tu vois, aujourd'hui, tu es avec nous et puis t'es plein sourire, tu rayonnes. Donc, je te trouve vraiment forte et c'est quand même assez touchant, vraiment. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à le pardonner ou pas? Je lui ai pardonné. Et c'était il y a pas si longtemps que ça, honnêtement. C'était il y a 3 ans. Parce qu'honnêtement, quand on a repris contact, il y avait certaines choses que je voulais savoir. Notamment, pourquoi tu m'as abandonnée, tu vois. Et pourquoi tu m'as laissé souffrir autant? Comment est-ce que tu as pu laisser autant de temps se passer sans même m'appeler pour mon anniversaire ni quoi que ce soit, sachant que ma tante, elle habitait à 15 minutes de chez lui. Tu vois, genre, c'est un truc de fou. Et il me répondait, je sais pas. Et c'est dur et c'est tellement frustrant et rageant de comment ça, tu sais pas? Ouais, parce que là, c'est des questions dont tu as besoin des réponses pour me construire en tant que femme. c'est ça. Et là, tu n'as pas de réponse. Et pas de réponse. Et en fait, le truc, c'est que je me dis, bon, bah, finalement, pourquoi être revenu dans ma vie si t'es pas prêt à m'apporter ces réponses-là, tu vois? Et je pense que oui, tu vois, certes, il a de la culpabilité, je sais qu'il a aussi honte, mais à un moment donné, si tu veux pouvoir faire partie de ma vie, il faut que tu puisses passer au-dessus de ça et finalement, ben, assumer pleinement tes actes, tu vois? Et puis, on était au téléphone et ça me mettait en rage quand il me disait qu'il savait pas et tellement, genre, je pleurais de rage, tu vois? Et à l'époque, bah, mon ex, il me disait: «Mais pourquoi tu es au téléphone avec lui et tout?» Et je lui disais: «Mais tu comprends pas à quel point c'est dur de grandir, genre, sans parents, d'essayer de te construire une identité et tout. Et finalement, tu vois, c'est qu'à travers les réseaux sociaux que j'ai commencé à avoir
certaines réponses en tapant sur Internet. Parce que moi, à 4 ans, je connaissais pas mon adresse. Tu vois, je savais juste Saint-Denis et tout, mais c'est en tapant sur Google que j'ai trouvé l'adresse et tout, le lieu de l'accident, machin, en commençant à parler de mon histoire, qu'il y a des copines de ma mère qui m'ont dit, tiens, j'ai des photos de ta mère, de ton petit frère et tout. Et j'ai dit, mais tu te rends compte, genre, dans ma vie, j'ai eu plus de réponses sur ma vie et mon passé à travers Internet et des gens que moi, je ne connais pas, plutôt qu'à travers la seule personne qui me reste et qui connaît beaucoup de choses de moi et de ma mère et tout, tu vois. Et finalement, genre, je me suis dit, mais je peux pas être en colère comme ça tout le temps et pleurer. Et c'était un nouveau bagage, tu vois, qui arrivait dans ma vie, alors que j'ai fait beaucoup de chemin pour me sentir safe, pour me sentir bien, etc. Et je me suis dit, en fait, je pense qu'il faut que je lui pardonne. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que moi, je mérite la paix. Vraiment. Et je cautionne pas. Hein. Je cautionne pas ce qu'il a fait, etc. Et il y a des choses pour lesquelles, genre, par exemple, si demain j'ai des enfants, ouais, je souhaite qu'ils les rencontrent, tu vois. Mais je dirais jamais à mes enfants, genre, de l'appeler papy, tu vois, un truc comme ça. Demain, je me marie, je sais très bien que c'est pas mon père que je demanderais pour m'accompagner, tu vois, à l'hôtel ou... Voilà. Mais malgré que je cautionne pas, je pense que il peut m'apporter encore certaines réponses. J'ai accepté aussi le fait de lui laisser le temps. J'ai aussi accepté le fait que peut-être il y aura certaines réponses que j'aurai jamais. En fait, c'est vrai que tu vois, quand tu vois ta famille mourir vraiment comme ça sous tes yeux, tu prends les relations amicales, amoureuses et tout avec une autre dimension quand même. Et en fait, j'ai toujours eu peur de regretter Je me dis, si demain il meurt et que je lui ai jamais parlé et que peut-être j'ai même pas eu certaines infos, même sur lui, tu vois, sur sa personnalité, etc., j'aurais peur de me sentir encore plus vide, tu vois. Donc, je me suis dit, le maximum de choses que je peux savoir et que je peux apprendre de lui, je veux pouvoir en profiter, tu vois, rien que par rapport à sa personnalité, parce que finalement, t'es là, t'as une personnalité et tout, mais tu sais même pas de qui tu tiens, tu vois. C'est un truc de fou, tu vois. Et en parlant un petit peu avec lui et tout, je me rends compte que on a pas mal de trucs en commun, finalement. Et c'est presque flippant, hein, en vrai, parfois, hein, parce que je me dis, c'est vraiment mon père, quoi. Genre, y a pas de doute. Mais en même temps, si demain, genre, j'ai un chagrin, j'ai un problème et tout, c'est pas la lui personne que tu vas aller voir. Pas du tout. Ok. Je comprends, ouais. Tout à l'heure, tu as dit que tu as cherché l'adresse du lieu de l'accident. Est-ce que tu es retourné sur le lieu de l'accident depuis et si oui, est-ce que ça fait partie potentiellement de ta thérapie et comment ça s'est passé? Alors, effectivement, je suis retournée sur les lieux de l'accident 2 fois. La première fois, c'était il y a 3 ans. Et si j'avais su ce que j'allais ressentir, honnêtement, je l'aurais fait d'une manière différente. En fait, à ce moment-là, du coup, je commençais bien à parler de mon histoire sur les réseaux et tout. Et il y a TF1 qui m'a contactée et qui m'ont demandé s'ils pouvaient me suivre, etc. Et cette semaine-là, j'étais sur Paris pour tourner une campagne pour Maybelline et tout. Donc, ils sont venus sur la campagne, ils m'ont filmé et tout. Et ils m'ont demandé si j'étais déjà retournée sur les lieux de l'accident. J'ai dit que non. Ils m'ont demandé si je souhaitais y retourner et j'ai dit oui. Mais je pensais pas que ça allait me faire quelque chose vu que je l'avais vécu et que voilà, j'avais mes souvenirs et tout. Et je sais pas si c'est parce que ce jour-là, il pleuvait. En fait, il s'est mis à pleuvoir. Et je sais pas, genre... moi, je crois pas aux coïncidences, tu vois. Mais c'est trop bizarre. Ouais. Trop bizarre, ouais. Genre... Le mood, il était... Waouh. C'était vraiment... il s'est mis à pleuvoir à 3 minutes, tu vois, au moment où on arrive sur les lieux. On arrive sur les lieux et je vois le bâtiment qui est intact. Il a été laissé comme tel. C'est vrai? Ouais, il était resté comme tel. Donc, tu vois les fenêtres arrachées, tu vois les façades qui sont noircies. C'était vraiment genre hyper impressionnant. Et je sais pas si c'est parce que moi, j'ai été dedans et que je sais ce qui s'est passé, mais j'ai trouvé que l'ambiance a été lourde et hyper pesante. Et tu sentais que sur ce lieu-là, il s'est passé des choses.
Genre, tu sentais que vraiment, il s'est passé des choses et tout. Et franchement, genre, j'ai grave pleuré. Genre, j'ai grave pleuré parce que pour moi, c'est une chose d'être dans l'incendie et d'avoir mes souvenirs, mais de là, de voir l'immeuble comme ça, l'état dans lequel il était, même 20 ans après. Parce que toi, la dernière fois que tu l'as vu, t'étais un bébé. Ouais. Là, tu le vois, là, tu te rends vraiment compte à ton âge. Et je me suis dit, c'est une dinguerie. Ouais. Et je me suis dit, genre, vraiment, c'est une dinguerie. Et j'ai pas pu vivre le moment de façon intime et personnelle. Bien sûr, parce que qu'il y avait TF1. j'avais une caméra juste là, tu vois. Ouais. Et en plus, tu vois, genre, c'est vrai, tu vois, il me demandait un peu de... Tu vois, genre, à un moment donné, genre, j'ai touché la façade de l'immeuble, mais j'y ai pas pensé. C'était hyper spontané, tu vois. Et ils m'ont dit, waouh, c'était excellent. Refais un peu, s'il te plaît. Donc, ils ont voulu scénariser. Eux, en fait, ils étaient pas du tout dans l'empathie. Non, tu vois, eux, ils étaient pas du tout dans l'empathie. Ils étaient dans leur scénario. Ils se sont dit, waouh, là, on tient un sujet de ouf et tout. Et, tu sais, tu te dis, ouais, je suis là, je l'ai touché. J'ai pas fait exprès. Tu me redemandes de le retoucher, tu sais. Toi, ça te fait des trucs quand même, tu vois, tu ressens des choses, t'es humaine quand même. Genre, j'étais vraiment, genre, profondément bousculée et touchée. Genre, je me souviens, après ça, ils m'ont déposée à mon hôtel. J'ai même pas mangé ni rien, je me suis couchée, j'ai dormi, genre, jusqu'au lendemain. C'était un truc de fou. Et ensuite, 1 an avant de rentrer aux États-Unis, j'ai eu comme nouvelle de la part de mon avocat, parce qu'on est toujours en procès, hein, d'ailleurs, pour l'accident. J'ai eu de la part de mon avocat qui m'a dit que l'immeuble allait être détruit. Et je me suis dit que je voulais y aller une dernière fois. Du coup, j'étais sur Paris pour un autre tournage, mais j'y suis allée sans caméra. Il y avait juste ma meilleure amie avec moi. Et c'est vrai que ma meilleure amie, genre, je lui avais jamais parlé de l'accident dans les détails. Elle l'a appris à la télé, dans Ça commence aujourd'hui et tout. Et du coup, elle a tenu à m'accompagner. Et c'était hyper bien. Tu vois, genre, on a pu prendre le temps. Il faisait beau ce jour-là, donc ça changeait quand même. Elle était là pour me soutenir. Et même, tu vois, ça nous a rapprochés, tu vois, dans notre amitié, de vivre un truc aussi intense. Parce que c'est vrai qu'elle, elle m'a pas connue après l'accident ni rien. Elle me connaît que depuis 2016. Donc, on s'est rencontrés. Je venais de faire les Jeux paralympiques. Enfin, elle avait l'image de moi de, voilà, genre, une femme qui a vécu un truc de ouf, mais qui est forte, tu vois. Ouais. Et là, pour elle, de voir vraiment le bâtiment de ses propres yeux, elle s'est dit, waouh, genre, c'est un truc de ouf. Et ça m'a pas permis de faire le deuil de ce qui s'est passé, mais je dirais que ça m'a permis de peut-être accepter la situation encore plus et de me dire, OK, une page va se tourner. L'immeuble, il va être détruit. Ça veut dire qu'on approche aussi de la fin du procès bientôt. Et que même si le coupable n'est jamais retrouvé, jamais arrêté, jamais incarcéré et tout, eh ben, on aura obtenu au moins un petit gain de justice pour tous les enfants qui sont décédés dans cet accident, pour tous les adultes aussi qui sont décédés dans cet accident. Et pour ceux qui ne sont pas décédés, pour tous les traumas qu'on a eus et avec lesquels on devra avancer. Et on ne pourra jamais leur rendre justice complète. Parce que la justice, ça aurait été qu'ils soient tous en vie, tu vois. Mais pas que ça reste comme ça, tu vois. Parce que honnêtement, si on parle français, hein, je sais aussi que le procès, il a traîné parce que c'était à Saint-Denis. Tu vois. Genre, c'était à Saint-Denis. C'est pas prioritaire, genre, entre guillemets. C'est pas prioritaire. Il y a eu peu de survivants et que je pense qu'ils se sont dit, c'est plus simple de dédommager, tu vois, ces personnes-là, plutôt que d'engager du budget dans des enquêtes et compagnie, quoi. Et tu peux rappeler, il y a eu combien de victimes? Honnêtement, je saurais pas de nom. Faudrait que je regarde sur Internet. Mais du coup, toi, t'as pris contact quand même avec des survivants Alors non, pas du tout. Mais là, il y a 1 semaine, pile poil. Il y a un gars qui m'a contacté sur TikTok et qui m'a dit j'étais ton voisin et tout, t'étais dans la classe de mon petit frère. Et il m'a envoyé la photo de moi et son petit frère dans la même classe de maternelle. Et je lui ai dit, mais t'étais dans l'immeuble ou t'étais mon voisin? Il m'a dit, non, on était dans l'immeuble, mais nous, on a eu le temps de sortir à temps. Ah ouais. Donc j'ai dit, tant mieux, tu vois, genre, je suis super content pour vous et tout, tu vois, mais c'est la première fois que j'ai parlé avec un rescapé de Et tout à l'heure, on parlait de pardon, notamment par rapport à ton père.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à pardonner la personne qui a fait ça? Ouais. Ouais? Ouais, encore une fois, pas parce qu'il le mérite, mais parce que j'ai envie d'être en paix avec moi-même et que avec le temps, je suis devenue très croyante et que je crois en la justice divine et que quand je vois la vie que je réussis à avoir aujourd'hui et comment j'ai pu m'en sortir malgré les difficultés et tout, je me dis que si moi, en étant une victime, en étant une rescapée, il a pu m'arriver autant de bien, je sais que lui, il peut pas juste être en paix, tu vois. Et si c'est pas sur Terre, bah, ce sera dans l'au-delà. Moi, j'avais une question par rapport à ton corps. Est-ce que déjà, tu as pris du temps à t'accepter si maintenant tu acceptes ton corps? Et comment tu as fait pour... Alors, j'ai mis beaucoup de temps à m'accepter. Honnêtement, beaucoup de temps. J'étais hyper complexée pendant très, très longtemps. Et ça s'est empiré à l'adolescence. Parce que l'adolescence, déjà, c'est un âge où tu te cherches, ton corps, il change et tout. Et tu prends vraiment conscience, finalement, de qui t'es, tu vois. Moi, mes amis, bah, déjà, c'est vrai que en 6e, donc il y avait plus tous mes amis de primaire, etc. Donc, on arrivait, premier cycle de sport, natation. Je me dis, oh my God, tu vois, chaud. Et c'est vrai que les gens à l'école, ils savaient mes brûlures parce que bah, je me mettais en t-shirt et tout, mais ils savaient pas que j'avais des prothèses, tu vois. Et les jours où j'avais mal aux jambes et que je sentais que j'allais boiter un peu et tout, genre j'inventais un truc, je disais j'ai trop mal à la cheville et tout. Et là je me suis dit mais je suis pote avec eux depuis 3 semaines et tout, je peux pas ne rien leur dire et juste on arrive à la piscine et ils découvrent voilà. Ouais. Et j'ai appréhendé de ouf et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte que bah finalement mon corps il me pose problème. Et je leur ai annoncé et ils ont été en fait ils en avaient rien à faire. Genre moi j'en avais fait un drame et tout, genre je leur avais envoyé un SMS, j'avais dit grosse réunion d'urgence à la récré et tout. Et je stressais, j'étais pas bien et tout, et j'aurais dit bon on a piscine là dans 1 heure et tout, faut que je vous dise un truc, j'ai pas de jambes, j'ai 2 prothèses. Et ils m'ont dit ok. Et j'ai dit mais vous vous en foutez genre? J'ai dit bah ouais. Donc voilà, genre par rapport à eux c'était cool. Mais c'est vrai que le regard des autres, genre dans la rue et tout, ça me gênait beaucoup. Et en grandissant chez ma tante et son mari, nos relations elles se sont quand même rapidement détériorées. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, la justice française, c'est compliqué. Ouais. Et qu'ils font pas toujours bien le taf de savoir chez qui ils te placent. Ok. Et ils avaient pas vraiment enquêté. Il faut savoir que quand ma mère elle est décédée, elle était pas du tout en bon terme avec sa sœur. Elle se parlait plus. Ah ouais. Tu vois. Elle se parlait plus du tout et du coup j'ai vécu dans un environnement quand même assez toxique, tu vois, chez eux. Et quand nos relations elles ont commencé à se détériorer, eux je pense qu'ils avaient honte en vrai de mes cicatrices et de mon handicap, et donc ils me disaient ouais. Tu vois, avec les cicatrices que t'as et tout, tu devrais même pas porter de t-shirt, tu devrais pas porter de débardeur, pas de jupe, pas de robe, même aux fêtes de famille et tout. Tu sais, les Congolais, ils adorent faire la fête et tout. Et leurs filles, elles avaient le droit d'être en robe, en jupe, machin et tout. Et moi, je voulais aussi, tu vois. Et elles me disaient, c'est quoi, ce serait mieux que nanana. Et en fait, je me suis dit, mais si des personnes que j'estime beaucoup et qu'avec le temps, j'appelle, tu vois, genre maman et papa, elles me disent ça, c'est que elles ont raison. Et que peut-être moi, je me rends pas compte à quel point mon corps, c'est une dinguerie et que, voilà, genre, je me dis, peut-être qu'il faut que j'en ai honte, tu vois. Ouais. Donc, j'ai commencé à être hyper complexée. Et à mes 15 ans, j'ai déménagé à Bordeaux. Et il fait chaud à Bordeaux. Ouais. Et j'étais tellement complexée. Et en plus, là, j'arrivais dans une ville où je connaissais vraiment personne. Ouais. Personne connaissait mon histoire et tout. Que même sous 30 degrés, genre, j'étais en manche longue. Je portais pas de robe, pas de jupe, rien du tout. Voilà, les gens me disaient t'as pas chaud et tout. Je disais non et tout, ça va. Enfin, je mentais et tout. Et c'est que avec le temps, déjà les Jeux paralympiques, ça a été révélateur pour moi parce que je suis arrivée là-bas et j'ai vu des gens avec des corps différents. Tu vois, genre des prothèses stylées, Iron Man, paillettes et tout, des drapeaux, machin. Je me suis dit, mais waouh, genre truc de ouf et tout. Moi, je vais être comme eux et tout. Et je me suis dit, quand je rentre en France, je change. Et je savais que ça allait pas être facile parce que ça faisait des années que j'étais complexée et tout. Mais je me suis dit, il faut que je me force et tout. Et à mon retour des Jeux, c'est là aussi où j'ai commencé un petit peu à parler de mon histoire sur les réseaux et tout. Et les gens, ils m'ont encouragée.
Et aujourd'hui, bah, il y a des photos que j'ai archivées parce que c'est des dossiers, tu vois, c'était la honte. Mais c'est vrai que tu voyais au début sur mon Instagram, mes photos, j'étais en pull, j'étais en pantalon et tout. Et je racontais mon histoire, mais les gens, ils comprenaient pas trop, tu vois. Et au fur et à mesure du temps et tout, moi, j'ai décidé de customiser mes prothèses toute seule et tout. J'ai trouvé un petit système et tout, machin. Et je me suis dit, mais c'est tellement cool, genre, j'ai pas envie de le cacher, tu vois. Et au début, c'est vrai que je mettais des t-shirts et des jupes et tout, que pour faire mes petits shootings photos pour Instagram et tout. Et après, quand je voyais les réponses des gens, comment ils m'encourageaient et tout, je me suis dit, mais si les gens sur Internet, alors qu'Internet, ça peut être cruel quand même, je me suis dit, si les gens sur Internet, ils sont aussi cool, il n'y a pas de raison que dans la vie de tous les jours, les gens, ils soient méchants, tu vois. Et en vrai, c'est vrai que les gens dans la rue, parfois, ils peuvent regarder, mais tu peux pas interpréter le regard de quelqu'un. Ça se trouve, les gens, ils se disent, c'est stylé. Ça se trouve, les gens, ils se disent, elle est forte. Peut-être il y en a, ils se disent, c'est quoi? Peut-être il y en a, ils se disent, c'est moche. Mais en vrai, on s'en fout, tu vois, de ce qu'ils pensent. Et surtout, moi, j'avais peur que les gens, ils viennent me poser des questions, tu vois. Mais finalement, il y a jamais personne dans la rue qui est venu me voir pour me dire, ouais, c'est quoi? Tu vois. C'est vrai que les gens, ils sont déjà venus me voir dans la rue, mais pour me dire, genre, vos tatouages, ils sont trop stylés. Ah et genre moi je me retrouve un peu, tu vois. T'as déjà dit ça, ouais, mais tellement de fois, même encore là sur mon dernier post Instagram et tout que j'ai mis sur TikTok, les gens ils m'ont dit trop désolé, je pensais que c'était des tatouages et tout. Et je dis non mais il y a pas de souci, genre ça c'est vraiment une remarque que j'ai souvent. Et c'est vrai que quand t'as le temps, tu vois, je leur dis c'est pas des tatouages, c'est des brûlures et tout. Et ils sont là désolé et tout. Et parfois genre j'ose même pas leur dire parce qu'ils sont tellement genre hype, tu vois, que je dis merci. Donc voilà. Et non, c'est vrai qu'aujourd'hui avec le temps, franchement je les accepte de ouf, tu vois. Après c'est vrai que je vais pas mentir. Il y a par exemple si je dois aller dans des events où genre je connais personne, je vais peut-être être un peu intimidée au début. Mais moi, il y a un mantra que j'utilise tout le temps. C'est un mantra en anglais qui dit « fake it till you make it ». Donc, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Et quand tu rentres dans une pièce avec de l'assurance... Ça change tout. Ça change tout. C'est vrai, ouais. Et le truc qui est bien avec la confiance en soi, c'est que personne ne sait que tu n'as pas confiance en toi si tu ne le montres pas. Tu vois. Et quand tu arrives dans une pièce et que... tu t'assumes pleinement qui t'es, les gens, ils ont pas le choix que de te prendre comme tu es. Et tu vois, même aujourd'hui, à l'heure actuelle, que ce soit des amis à moi, même des gens que j'ai rencontrés sur les réseaux et tout, on n'a jamais vraiment parlé de, tu vois, mon accident, mes cicatrices, ni rien. Genre, c'est un truc qui fait partie de moi et tu vois, genre, c'est comme ça, tu vois. Après, c'est vrai que, par exemple, avant, j'osais pas du tout aller à la plage, tu vois. Maintenant, j'ose beaucoup plus, tu vois. Mais j'avoue, genre, quand je mets mon maillot et tout, je peux me trouver super fraîche, tout ce que tu veux et tout. Quand je vais arriver à la plage, peut-être les 5-10 premières minutes, à l'intérieur de moi, je suis pas bien. Genre, je suis stressée et tout. Je vais peut-être mettre un peu de temps avant d'aller à l'eau et tout, nanana. Et puis après, je me dis, en fait, flemme. Genre, j'ai trop vécu de trucs dans ma vie pour me priver, en fait. Genre, flemme, tu vois. Genre, et puis, personne va venir te dire quoi que ce soit. Et surtout, te priver pourquoi, au final? Exactement, pour les autres. Pour le regard des gens? C'est un truc de fou, tu vois. Et je me dis, en fait, tu sais, dans mon adolescence et même au début de ma vingtaine et tout, je me suis privée de beaucoup de trucs. Tu vois, il y avait parfois, on planifiait des vacances avec mes potes et tout. Et en dernière minute, je leur disais que j'ai un contretemps et je pouvais pas y aller. Et j'avais trop honte de leur dire la vraie raison. Que tu vois, non, j'ai trop peur d'aller à Miami parce que on va beaucoup être à la plage et tout. Parce que je savais que pour eux, c'est tellement insignifiant, mes cicatrices, que ça allait leur faire même plus mal à eux, tu vois, de savoir que je ressens ça et tout. Et en fait, vu que j'ai grandi en ayant l'impression que ma tante et son mari, ils avaient honte de moi, moi, j'avais peur de leur faire honte à eux. Ou tu vois, qu'ils se disent, oh là là, mais tout le monde nous regarde à cause d'elle et tout, nanana. Et un jour, je leur ai avoué, ils ont dit, mais genre, plus jamais tu fais un truc comme ça, tu vois. Et c'est vrai que franchement, les réseaux, pour moi, ça a été une thérapie. Parce que c'est vrai que demain, genre, si je vais à la plage et tout, je suis grave fière de prendre une photo et de la poster sur Insta. Parce que de un, ça me fait du bien à moi, tu vois, et je me rends compte du chemin parcouru et tout. Mais surtout, ça fait grave du bien aux autres.
Et pas forcément des gens qui sont brûlés, tu vois, mais je reçois plein de messages de femmes qui sont mamans, leur corps, il a changé, elles ont eu des vergetures ou elles sont pas aussi skinny qu'avant leur grossesse et tout. Et elles me disent, tu sais, bah, j'avais un complexe et tout, mais le fait de voir que toi, tu dépasses tes complexes alors que t'as vécu un truc de ouf, bah, je me dis que je peux tout faire, tu vois. Et même sur TikTok, récemment, bah, je me suis lancée sur TikTok et tout. Et quand je vois des gens qui me disent, ouais, en ce moment, je vis un truc pas drôle et tout, mais je vois comment t'es forte, je vais être forte comme toi. Mais franchement, genre, ça vaut tout l'or du monde. Et je me dis que moi, je les aide, mais eux, ils réalisent pas que ils sont la meilleure chose qui me soit arrivée. Genre, vraiment, les réseaux, on parle beaucoup des réseaux en mal, hein, mais c'est vraiment la meilleure chose qui a pu m'arriver. Et du coup, bah, aujourd'hui, t'habites aux États-Unis. Ouais, j'habite à Dallas. Ouais. Pourquoi t'as décidé d'y aller? Enfin, raconte un peu... Pourquoi en fait? Comment ça Pour s'est faire fait? quoi? Ouais, comment ça s'est fait? Alors franchement, c'est le hasard. Déjà, faut savoir que moi, le basket, j'ai commencé par hasard. Ah ouais? Avant, je faisais de l'athlé et de la natation. Okay. Et j'étais en équipe de France aussi. Ok, t'es une grande sportive. Ouais. J'ai toujours kiffé le sport. Mais en fait, le truc, c'est que quand je faisais de l'athlé et de la natation, j'avais genre 13, 14 ans, 15 ans. Et on était là, on me disait, ouais, l'équipe de France, stage, non. Et c'était hyper sérieux, alors que moi, j'avais commencé genre comme juste ça. pour m'amuser. Et les coachs qui te crient dessus et tout, t'es toute seule et tout. Genre, j'aimais pas, j'ai dit non, c'est bon, stop, j'arrête. Et le mercredi après-midi, on était obligés de faire une activité sportive dans mon lycée. Et il y avait basket fauteuil. Et moi, je connaissais pas du tout. Et mes potes, elles ont dit, ben, on peut tout faire ensemble, en vrai, vu qu'on doit toutes s'asseoir et tout, viens, on fait. Moi, je leur ai dit, mais non, et tout, c'est nul, les paniers, ils vont être bas et tout. Ils m'ont dit, mais n'importe quoi, tape sur Internet et tout, machin. Donc, on a fait et tout, et j'ai kiffé. On s'amusait grave bien et tout, et rapidement, je me suis fait repérer. Et après, j'ai intégré le sport-études, etc., machin. Et du coup, bah, j'avais déjà fait les Jeux paralympiques, j'avais joué en pro pour le Canet, on jouait en Euroleague, on avait gagné. Ouais, c'était costaud. Ouais. Et il faut savoir que j'étais la seule fille. Parce que au niveau national, dans les clubs, mélangé. Tu joues en mixte. Ouais. Tu vois, il y a que en équipe de France où tu joues avec les femmes. Et du coup, c'était trop bien. Et je suis la première femme à avoir gagné le championnat de France. Félicitations. À l'heure actuelle, il y a personne qui a gagné. Trop bien. Je suis trop contente. Et du coup, après ça, je sortais avec un gars qui faisait du basket valide à Chicago. Et j'ai déménagé avec lui là-bas. Il y a eu le Covid. Et comme beaucoup de couples, ça s'est gâté. Donc, on a rompu. Je suis rentrée en France. Et je me suis dit, mais en fait, là, les 2 dernières années, j'étais avec un gars. Aux États-Unis, certes, ouais, Chicago et tout, c'est cool, mais je vivais pour lui, genre, tu vois, tu t'es assez match, machin, tu subis ses humeurs, non. Moi, j'avais mis ma carrière un peu en stand-by, tu vois, genre, après, c'est vrai qu'après les Jeux, toutes les compétitions que j'ai enchaînées, l'Euroleague et tout, j'avais besoin d'un petit break et tout, mais voilà, quoi. Et du coup, après le Covid, je me suis dit, je veux vivre pleinement pour moi et tenter un truc que pour moi. Et c'est vrai que depuis 2015, le coach des Mavs, il m'envoyait un message. Depuis ma première compétition internationale en 2015, il me disait « Viens, j'ai une place pour toi, je te paye tout, ton hébergement et tout, machin. » Et là, je me suis dit, c'était genre en août, et je me suis dit « Tu sais quoi, je vais lui envoyer un message. » Et je l'ai appelé tout, trop là, en temps pleurs et tout. J'ai dit, je viens de me séparer de mon mec. J'ai dit, je veux faire un truc nouveau et tout. Je sais que chaque année, tu me demandes. Il y a quelques mois, tu m'as demandé, je t'ai dit non. Mais si t'as encore de la place dans ton équipe et tout, je veux trop rejoindre. Il me dit, tu peux venir quand? J'ai dit, bah écoute, laisse-moi faire mon visa et tout, machin. Donc, j'ai fait mes démarches pour le visa. Il m'a aidé et tout, nan. Et genre, en 1 mois, j'ai déménagé là-bas. Et je suis arrivée là-bas, je connaissais vraiment personne. Et j'avais peur de pas me faire d'amis, tu vois, genre la culture US, c'est un peu différent et tout. Après, je parlais anglais, tu vois, déjà, donc voilà. Mais, tu sais, faire des entraînements tout en anglais, des exercices qu'on fait pas en France et tout, genre, c'était quand même impressionnant au début. Et lui, ce coach-là, c'était une bible du basket fauteuil, tu vois, un ancien athlète paralympique, très costaud et tout. J'étais très impressionnée, tu vois, par lui. Je voulais pas le décevoir non plus en termes de jeu. Je lui ai dit, ça fait 2 ans que j'ai pas joué, hein, je t'avoue, tu vois. Genre, je faisais des entraînements et tout, mais voilà. Et au final, ben, ça s'est hyper bien passé. Il m'a appris énormément de trucs. Il m'a donné confiance en moi de fou en tant que joueuse. Et les Américains, ils sont très forts dans ça, tu vois. Malheureusement, il s'est fait virer.
Donc, j'ai pas pu jouer le championnat pour lui parce qu'il s'est fait virer Ok. genre une semaine avant nos phases finales. Donc, ça, c'est mon seul regret pour l'instant de ma carrière aux US. Et là, ça fait 2 ans que je vis là-bas maintenant. Et c'est ma 3e saison. Là, la 3e saison, elle vient de s'achever il y a une semaine. On a pris la 2e place. Ouais, on a vu sur Instagram. ouais. Félicitations. Ouais, merci. Je suis un peu dégoûtée. Mais félicitations Ouais, quand même. Merci. Moi, je voulais une bague, tu Ouais, vois, comme en je NBA sais. et tout. Mais honnêtement, genre, c'est bien, tu vois, c'est vraiment bien et Tu sais ça que me rajoute de excuse-moi, l'expérience. je te coupe la parole, mais bon, moi, comme qui suis de base aussi un basketteur, c'est quand même une grosse dinguerie. Ouais. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais voilà, tu joues en NBA, tu vois, Ouais. pour les femmes en fauteuil, Ouais. et à Dallas, tu vois. Non, c'est un truc de fou. C'est vraiment une dinguerie. Sincèrement, c'est un truc de fou. Et le truc, c'est que tu vois, là-bas, le basket fauteuil, c'est connu. Ouais. Tu vois, en France, c'est vrai que quand je dis je fais du basket fauteuil, les gens, ils connaissent pas forcément. Ouais. Mais là-bas, quand je dis ouais, I play wheelchair basketball et tout, les gens ils me disent waouh, trop bien et tout, donne l'adresse de tes games, on va Ouais. venir, etc. Et du coup, ils avancent vraiment sur la même médiatisation que les athlètes valides et tout. Et c'est vrai que moi, il y a des filles de l'équipe NWBA de Dallas avec qui je suis copine, tu vois, la manager et tout. Pareil pour l'équipe des Mavs, tu vois, genre j'ai rencontré Luka. Luka, c'est Ok. pas mon pote. Je vais pas mentir, Luka, c'est pas mon pote, mais je l'ai rencontré, tu vois, genre on a échangé quelques mots, il est grave cool et tout. Je connais des joueurs personnellement, tu vois, des Mavs, et c'est un truc de fou, tu vois, parce que il y a quelques années, jamais j'aurais pensé que j'aurais des contacts avec des joueurs NBA, c'est de la folie. Et que, tu vois, genre par exemple, j'ai joué un match dans l'arène là où les Mavs y jouent, et franchement, ça fait quelque chose, tu vois, c'est un truc de fou. Et dans cette arène-là, j'avais été sacrée All-Star. Wow. Et c'est une distinction de fou aux États-Unis d'être All-Star, parce que ça veut dire que tu fais partie des Les 5 meilleures ouais. joueuses, tu vois, de la ligue. Et c'est un truc de fou pour moi, petite française qui arrive et tout, genre, Ouais, trop franchement, stylé, c'est un truc ouais, de fou. Trop bien. Je suis vraiment contente. Génial. Et tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux, tu disais, ouais, ça a été un plus pour moi. Est-ce que tu penses que c'est une thérapie aujourd'hui pour toi? Parce qu'on on voit que tu t'exposes quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, tu crées du contenu, etc. Donc, du coup, ouais, quel est ton rapport par rapport aux réseaux aujourd'hui? Les réseaux, honnêtement, ouais, je dirais que c'est une thérapie. Hein. C'est une thérapie, je dirais que je reçois beaucoup d'amour sur Ouais. les réseaux sociaux. Honnêtement, j'ai très, très peu de haters, tu vois. Genre, j'ai eu un commentaire, c'est même pas méchant, Je c'est un vois même pas ce commentaire qu'on peut bête. dire de... Une ouais. fois, justement, en fait, c'était une influenceuse qui m'avait partagé en disant waouh, son histoire incroyable et tout machin. Et la personne, elle a répondu, elle est même pas si brûlée que ça pour être qualifiée d'inspirante. Je dis ok, d'accord. Mais sinon non, genre j'avais peur de me lancer sur TikTok. Ça faisait plus d'1 an que je voulais me lancer sur TikTok, mais j'avais trop peur parce que je voyais parfois les gens sur TikTok, ils étaient un peu méchants et tout, mais au final pas du tout. Et voilà, il y a des personnes sur les réseaux que j'ai jamais vues dans la vraie vie, mais qui me contactent et tout, et je reconnais leur nom, et même des mamans et tout, genre tu vois, genre je me dis c'est mes petites tatas des réseaux, mes petites grandes sœurs des réseaux, mes frères des réseaux et tout, genre c'est trop cool. Et j'ai vraiment réussi à me créer une communauté, et au-delà de ça, une famille, parce que j'ai fait des rencontres sur les réseaux aujourd'hui, genre c'est vraiment des gens que je considère genre à part entière, comme des membres de ma famille. Demain, si je me marie et tout, genre ils seront là, ils sont invités, et je sais que c'est des gens genre je peux compter sur eux, voilà, et ils m'encouragent de fou. Et c'est vrai que quand tu vois ton contenu qui marche en tant que créateur de contenu, ça fait toujours plaisir, tu vois, de voir waouh et tout, tant de vues, non et tout. Mais moi, c'est vrai que je me dis en fait c'est paradoxal, parce que pendant longtemps le regard des autres il m'a paralysée, mais aujourd'hui c'est le regard des autres qui me libère aussi. Et c'est un truc de fou, et c'est vraiment une thérapie. Et je pensais pas que aujourd'hui, après tant d'années, ça allait être aussi signifiant pour moi, tu vois. Genre mon dernier post Instagram, les gens, tu vois, ils se doutent pas, parce que c'est vrai que au début j'étais hyper honnête. Je disais voilà, là c'est la première fois que je remets une jupe depuis tant d'années, etc. Maintenant je le dis plus,
Mais il y a toujours des moments où je traverse des trucs. Et tu vois, genre, par exemple, mon dernier post Instagram et TikTok, c'est la même photo. C'était pour mon anniversaire. Et moi, comme d'hab, je fais les trucs en dernière minute. Et j'avais pas commandé ma tenue. Et le seul site qui allait me livrer en 24 heures, c'était ASOS. Et je me suis dit, il faut que j'achète une robe Mimi et tout. Mais voilà, quoi. Et cette robe, je suis tombée dessus et je me suis dit, elle est trop belle. Mais c'est vrai qu'elle était grave ouverte dans le dos. Et j'avais jamais posté genre mon dos sur les réseaux et tout. Et même moi, dans la vie de tous les jours, j'avais jamais porté un truc dos nu comme ça, tu vois. Et quand elle est arrivée, la robe, je me suis dit, waouh, elle est hyper dos nu. Je sais pas si je vais être à l'aise et tout. Et je me suis dit, non, mais c'est ton anniversaire. Tu sais pas combien de temps tu vas rester aux States et tout. Genre, kiffe, tu vas être là avec tes copines et tout. Vous allez vous amuser et tout, nan. Et elles m'ont pris en photo. Et j'ai vu les photos, j'ai kiffé. Et pour la première fois, genre, j'ai vu vraiment, genre, les cicatrices dans mon dos et tout, parce qu'en vrai, tu ne regardes pas trop le dos, tu vois. Et je me suis dit, mais je les kiffe, genre, elles sont trop stylées et tout, genre, pourquoi je les ai pas portées, tu vois. Et j'ai posté, et les gens, ils ont kiffé sur Insta. Et sur TikTok, bah, la photo, elle a fait genre plus d'1 million, tu vois, de vues. Et je me suis dit, mais waouh, un truc de fou et tout. Et bah, ça a été un gros pas pour moi. Et c'était il y a 2 semaines. Tu vois, et je me rends compte que même si je m'accepte de plus en plus aujourd'hui, je gravis encore des échelons et tu vois, et ça fait du bien. Franchement, ça fait grave du bien et je suis trop contente, vraiment. Bah, trop cool. Et moi, j'avais une dernière question peut-être. En tout cas, moi, je voulais savoir, est-ce que tu te définis comme une porte-parole sur les réseaux? Honnêtement, non. Je pense que je le suis malgré moi. Ouais. Mais c'était pas du tout mon intention en démarrant les réseaux. Maintenant, moi, je veux juste encourager les gens à s'accepter parce que finalement, plus on se montrera et plus être soi-même, ce sera la norme. Tu vois, parce que à l'heure actuelle, vu qu'il y a encore beaucoup de gens qui se cachent et tout, c'est pour ça qu'il y a encore des histoires de normes de société, de faut être skinny, de machin et tout. Mais je trouve que le monde il s'ouvre de plus en plus par rapport à quand j'étais petite où j'avais vraiment aucune personne à qui m'identifier et tout. Tu vois, aujourd'hui par exemple une mannequin comme Winnie Harlow, c'est pas une brûlée, mais elle est pas brûlée, mais tu vois, elle a un vitiligo, et elle est trop belle et elle fait des belles choses, etc. Et je trouve que le monde il s'ouvre de plus en plus à la différence. Et que c'est bienveillant et j'encourage les gens en fait justement à se montrer et à être fort et surtout tu vois à pas abandonner en fait, tu vois, parce que moi c'est vrai que je partage mon combat physique à la base, c'est pour ça que j'ai commencé mes réseaux, tu vois, partager mes complexes, etc. Mais c'est vrai que par rapport à mon histoire il y a aussi de la santé mentale, tu vois, de la résilience, du courage, etc. Et finalement j'ai aussi beaucoup de personnes qui me suivent qui, eux, sont très bien dans leur corps, mais qui, mentalement, galèrent un petit peu. Et du coup, tu vois, genre, juste leur dire ou même échanger avec eux que, voilà, avoir un coup de déprime, c'est pas la honte, qu'être dépressif, c'est pas une honte, que consulter quelqu'un, c'est pas la honte non plus. Et ça, j'insiste beaucoup parce que c'est vrai que, voilà, dans la communauté afro, surtout, je trouve que ça reste tabou, tu vois, parfois. C'est vrai. Ça reste tabou et... on me prend pour un fou et tout, alors que pas du tout. Moi, c'est vrai que j'ai pas vu de psy depuis que j'ai 7 ans. Mais récemment, genre, j'ai dit à ma pote, je pense que je vais reconsulter une psy et tout. Parce que je me rends compte que dans mes relations amicales et amoureuses, j'ai certains comportements qui sont liés à mes traumas. Où tu vois, genre, je me protège beaucoup, je me ferme beaucoup, je bloque beaucoup d'émotions. Et autant dans mes relations amicales, ça va, mais dans mes relations amoureuses, genre, je les sabote un peu, tu vois. Genre, j'ai tellement été habituée au chaos que être dans la paix et dans un truc sain, c'est pas normal. C'est pas normal, tu vois. C'est pas normal et je sais profondément que j'ai le droit, tu vois, à la paix et à quelque chose de bien et de sain. Mais c'est tellement pas normal qu'en fait, j'ai l'impression que il y a un moment où ça va, tu vois, il y a un moment donné où... il y a un truc qui va... ça va péter et je vais souffrir et je me dis, waouh, j'ai peur d'être abandonnée, machin et tout. Et du coup, pour me protéger de tout ça, je me dis, vaut mieux que ce soit moi qui arrête le truc avant qu'on me fasse souffrir, tu vois. Et c'est débile parce que,
honnêtement, j'ai été avec des personnes trop bien. Genre vraiment trop bien. Avec qui, genre, on se parle encore et tout, hein. Mais c'est juste que, genre, moi, je pense que je m'autorisais pas, tu vois, à être aimée et à laisser quelqu'un profondément dans mon intimité et tout, tu vois. Et même, tu vois, par exemple, mes coéquipières et tout, elles m'ont dit... c'est marrant parce qu'on te voit sur les réseaux avec tes potes et tout, on voit que t'es très aimée et tout. Mais avec nous, t'es très forte pour faire du small talk. Tu vois, pour rester très en surface et tout, tu vois. Genre, je laisse pas trop les gens rentrer dans mon intimité et tout. Mais tu vois, genre mon cercle, ce que je porte dans mon cœur, vraiment, genre je les porte dans mon cœur et avec eux, genre je suis à l'aise et tout. Et c'est paradoxal aussi parce que sur les réseaux, je raconte mon histoire qui est quand même hyper personnelle, tu vois. C'est vrai. Mais dans la vie de tous les jours, tu vois, genre je suis hyper secrète, j'aime pas que on sache ce que je fais et tout. Genre, par exemple, mes stories, je les poste tout le temps en différé de malade. Ah ouais De malade. Là, il y avait que les championnats, je les ai postés genre en temps réel et tout. Mais sinon, généralement, mes stories, je poste des trucs, c'était peut-être il y a 2 semaines. Genre, j'aime tout le temps brouiller les pistes, qu'on sache pas vraiment et tout, parce que je me sens oppressée quand on sait trop, tu vois, ce que je fais et tout. Et j'ai l'impression que si les gens, ils savent, ils vont essayer de me faire du mal, ils vont essayer de m'atteindre et tout. Donc, tu penses que c'est un trauma, du coup, de ce qui s'est passé. Ouais, complètement. Et puis, la peur de l'abandon, la peur que, tu vois, qu'on me rejette et tout. Et je sais que... je me suis rendu compte que même avec tout l'amour du monde, c'est quelque chose que j'arrive pas à régler toute seule. Donc, je me dis, c'est important que j'aille consulter pour ça. C'est important pour moi en tant que jeune femme et tout, tu vois. Et même, tu vois, genre, par exemple, pour ma vie future, tu vois, genre, j'aimerais bien avoir des enfants. Et je sais que, tu vois, genre, j'ai foncièrement peur qu'il leur arrive un truc. Ouais. Tu vois. J'ai trop peur qu'il leur arrive un truc, de rien pouvoir faire, ou que moi, il m'arrive un truc et que eux, ils vivent ce que moi, j'ai vécu derrière, tu vois. Et de la même façon que même mes amis, tu vois, ou genre quand je suis en couple et tout, parfois, je suis en angoisse terrible que, genre, mes proches, ils décèdent, tu vois, parce que j'ai vu la mort de trop près, tu vois. Et je sais que parfois, le fait d'avoir ces angoisses-là, ça fait que je me ferme un peu, tu vois. Et les gens, parfois, ils comprennent pas trop, tu vois. Ils se disent, on est là, on a passé des bêtes de moments avec toi et tout. Genre, même mes amis, hein. On a passé des bêtes de moments avec toi et tout, machin. Et d'un coup, tu peux nous faire un silence radio pendant 1 semaine, 2 semaines, tu vois. Je vois. Et c'est difficile à expliquer, tu vois, mais c'est un moyen pour moi de me protéger un petit peu, tu vois. Mais ils le comprennent. Ils le comprennent totalement, tu vois. Mais c'est vrai que ils aimeraient pouvoir m'aider, tu vois. Et moi, j'aimerais ne plus avoir ce genre de comportement, tu vois. Et du coup, je sais que ça passera par la thérapie. Et je me dis, voilà, ça fait 20 ans que j'ai pas fait de thérapie. Et j'ai vécu quand même des trucs de ouf. Donc, je pense que pour boucler la boucle, sachant qu'en plus, on arrive vers la fin du procès et tout, ce serait important pour moi que je retourne faire une thérapie et j'ai même hâte, honnêtement. Ok, génial. Tu veux conclure ? T'as pas d'autres questions ? J'en ai une, mais je sais pas si je veux vraiment la poser, en fait. Vas-y, pose. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rapport par rapport à la mort ? J'ai très peur de la mort. Ok. J'ai très, très peur de la mort. C'est-à-dire que je sais qu'il y a même des trucs que je me prive de faire par peur de mourir. Tu vois. Ok. Genre quoi ? Aller à des concerts. Ah ouais. Okay. Parce que c'est vrai que tu vois, par exemple, les attentats qu'il y avait eu à Paris et tout, moi, ils m'avaient grave marqué. Parce que c'était quand même les premiers attentats de grande envergure comme ça qu'il y a eu en France et tout. Et je me dis, être dans un espace comme ça où tu te sens coincé, c'est pas un truc que j'ai envie de revivre, en fait. Tu vois. Et du coup, genre, je sais qu'aller à des concerts, pour moi, c'est flippant. Maintenant aussi, le fait que je vive aux États-Unis et que les gens, ils sont à fond dans les guns là-bas et tout, tu vois. Genre, c'est compliqué. Surtout, moi, je vis dans un État où c'est hyper légal. Tu vois, tu fais ton premier jour de cours, le prof, il te lit les règles du cours et tout, machin. Il te dit, dans mon cours, vous avez le droit d'amener vos... Tu vois, tu te dis, waouh, c'est un truc de fou. Ouais. Il le dit ? Ouais.
Et c'est écrit dans la feuille et tout. Genre, il le dit, vous avez le droit de ramener vos trucs. Mais tu vois, excuse-moi, je te coupe, non, mais je suis vas-y. obligé. C'est marrant parce que tu dis même pas le mot. Parce que c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Même j'ai mes potes, la plupart de mes potes là-bas, ils en ont. Ok. Tu vois, t'es là, t'es en voiture avec eux, à côté du frein à main, ils ont ça, tu vois. Et moi, je leur dis, mais vous êtes des malades et tout. Ils me disent, non, mais c'est toi, t'es bête et tout de pas en avoir. Et je leur dis, mais vous vous rendez pas compte, tu vois. Et en fait, ça me terrorise, genre vraiment. Et c'est vrai que je suis arrivée à un point où je suis tout le temps en hypervigilance. Tu vois, donc c'est-à-dire que quand je vais dans des restos, quand je vais dans des salles de concert et tout, le premier truc que je fais, c'est regarder où est l'issue de secours la plus proche. Parce que en plus, vu que j'ai 2 prothèses, je me dis que s'il faut courir là, je vais pas pouvoir courir longtemps, donc faut être efficace. Tu vois. Faut vraiment être efficace. Genre, même des trucs bêtes, tu vois, genre, je sais que tu vois, genre, j'ai pas le permis. J'ai pas le permis parce que je me dis, si je conduis mal là et que je fonce dans un truc et tout, genre, je vais trop avoir peur. Et c'est vrai que je pense aussi le fait d'être dans le milieu handisport, tu rencontres tellement de gens avec des histoires de ouf qui ont tous échappé à la mort que tu te rends compte que le moindre petit truc que tu fais dans la vie, ça peut être C'est fatal. dangereux. ça peut être fatal, tu vois. Genre, je connais des gens qui sont paraplégiques parce qu'ils ont sauté dans une piscine, tu vois, et qu'ils ont sauté la tête la première. Des gens qui ils vivaient une vie normale et du jour au lendemain, compression de la moelle épinière, tu sais pas trop d'où ça vient, tu vois, et du jour au lendemain, tu peux plus marcher. Un accident de voiture, genre. Donc, c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait quand même hyper attention, tu vois, à plein de choses. Et j'ai peur de mourir, genre vraiment de ouf. Mais d'un autre côté, c'est paradoxal parce que tout à l'heure, tu nous as dit, bon après non, en vrai c'est bête Non, ce que ça je dis, l'est. mais parce que tout à l'heure, tu nous as dit que tu t'étais rapproché du coup de Dieu, tu vois, donc tu crois à l'au-delà, etc. Donc tu sais, et que en tout cas, tu es convaincu qu'il y a quelque chose après la vie ici-bas. Donc, mais malgré tout, tu as quand même peur de la mort. Ouais, en fait, je pense que j'ai peur de la mort, mais surtout de souffrir. Tu vois. Ouais. Ok. C'est surtout ça. Ok. J'ai peur d'être dans une situation où je vais souffrir, tu vois, en mourant. Genre, moi, si je meurs, ma mort idéale, ce serait, tu sais, comme certains vieux, genre, tu dors Dans ton sommeil, et voilà, ouais. dans ton sommeil et tout, un truc pisse. Mais je mourir, genre, étouffé ou Ouais. tu te prends une balle ou encore dans un incendie et tout, genre, non, quoi, tu vois, genre, voilà. Après, le truc qui est paradoxal aussi, c'est que j'aime tellement la vie que je veux faire le maximum de trucs. Donc, je me bats un peu contre mes démons et tu vois, voilà. Et je suis fière de moi, honnêtement, parce que sinon, je resterais à rien faire, tu vois. C'est clair. Et j'adore aller en concert, j'adore vivre donc des tu vas trucs quand même. nouveaux. Ouais, j'y vais. Ah. J'y vais. Mais je suis pas hyper bien, Ouais. tu vois, au début. Ça me met un temps avant de me relaxer et tout. Et vraiment, genre, je regarde la première issue de secours, machin. Même quand je vais au resto, dans les centres commerciaux, genre, je regarde tout le temps la première issue de secours. Et je pense que même ça, tu vois, la thérapie, ça va m'aider. Parce que je pense que cette histoire d'hypervigilance, elle est liée au syndrome de stress post-traumatique que je ressens, tu vois, et que je vis au quotidien. Tu vois, par exemple, moi, je fais hyper attention, genre, je peux jamais mettre une serviette sur un radiateur, tu vois, par exemple. Ok, ouais. Je vérifie plein de fois que mes plaques, elles sont éteintes, que j'ai rien laissé de branché, machin et tout. Et honnêtement, c'est quelque chose que j'arrive à gérer la plupart du temps. Mais il y a des semaines où je vais pas pouvoir l'expliquer forcément. Mais il y a des semaines où ce stress-là, il va être tellement intense que genre, je peux être chez moi, je peux être en cours. Surtout genre quand je suis en cours ou avec des amis que je m'amuse de ouf, d'un coup, je vais me dire, oh, est-ce que j'ai bien tout éteint chez moi, tu vois. Et du coup, bah, souvent, ce que je fais, en fait, c'est que je laisse mon appart ouvert. Comme ça, je peux demander à, tu vois, quelqu'un d'aller vérifier et tout. Et parfois, je me dis, j'ai pas envie d'être la meuf needy qui demande tout le temps, est-ce que tu peux et tout, tu vas te déranger les gens, etc. Et en fait, ça me met dans une situation où je suis tellement mal et tellement en angoisse que je suis obligée de partir, tu vois, et d'aller vérifier. Et je rentre chez moi et je me dis, mais bien sûr que tu l'as éteint. Genre, je sais très bien que c'est pas le genre de truc que je vais oublier et tout. Mais le syndrome du stress post-traumatique, tu vois, genre, c'est réel et c'est un truc que j'ai découvert que j'avais, honnêtement, dans une situation
où il y avait on était en stage avec l'équipe de France. Et ce soir-là, j'arrivais pas à dormir. Et on était crevés. Hein. On avait fait 3 games et tout contre une bête d'équipe et tout. J'étais crevée et j'arrivais pas à dormir. Et d'un coup, je sens une odeur chelou. Mais ça sentait pas la fumée. Mais je sens une odeur chelou. Et je me dis, mais cette odeur, genre, elle est bizarre. Et je sais pas pourquoi, genre, je me disais, si je dors, il va se passer une dinguerie. Je le sens pas. Et là, d'un coup, genre, l'alarme incendie, elle se déclenche. Et j'ouvre la porte et je vois plein de fumée. Oh là là. J'ai mis mes prothèses en 2 secondes. Et il y avait une fille qui dormait avec moi dans la chambre. On partageait les chambres, on était à 2 et tout. J'essaye de la réveiller. Elle se réveille pas, un sommeil lourd, t'as peur. Et là, je me suis dit, non, mais je suis en train de revivre, c'est pas possible. Genre, non, pas là et tout. Et je me suis dit, mais hors de question que je reste coincée, moi, dans l'incendie et tout, tu vois. Et il n'y avait pas d'incendie, hein, c'était juste de la fumée et tout, tu vois. Mais je la réveille, je crie et tout. Je dis, réveille-toi et tout. Et franchement, au moment où je passais la porte, c'est le moment où elle se réveille. Mais moi, genre, j'allais la laisser, tu vois. Et on est parti dehors. Et en fait, il y avait eu juste beaucoup de fumée parce qu'il y avait un couple qui avait collé leur lit au radiateur. Et ça a pris feu, tu vois. Et j'étais en angoisse, genre comme pas possible. Et c'était la première fois que j'étais, tu vois, que je faisais face à cette situation-là et tout, machin. Et c'est là où, après, j'ai appris que c'était le syndrome de stress post-traumatique et tout, tu vois. Ouais, mais ça peut se comprendre parce que c'est quand même une situation qui est très concrète. C'est très concret, mais tu vois, le truc, c'est que l'odeur, moi, je me souvenais pas de cette odeur, mais mon cerveau, il s'en souvenait. Tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, genre, j'arrivais pas à dormir et que je me disais, je comprenais pas pourquoi j'arrivais. J'étais tellement crevée, mais j'arrivais pas. Et aujourd'hui, tu vois, genre, c'est vrai que j'ai un odorat, genre, hyper développé, tu vois. Le moindre petit truc qui sent un peu bizarre, je suis là, je suis aux aguets, genre, je check et tout, genre, c'est vraiment un truc de ouf. Et c'est là où tu te rends compte que le corps humain, le cerveau humain, il est incroyable, il n'oublie pas. Même des trucs que toi, tu pensais avoir oublié et tout, parce que, tu vois, genre, tu fais cuire un truc, tu le crames, ça a une odeur distincte, tu vois. Mais là, cette odeur, c'était pas du tout l'odeur d'un truc que tu fais cramer, tu vois. Mais c'était genre juste mon esprit qui s'en souvenait, tu vois. Genre, c'est un truc de fou. Moi, j'avais une dernière... Tu vois, moi, bon, j'ai grave regardé tes réseaux et tout. Moi, je suis fan de toi. C'est moi, je suis très fan de vous. Et je vois qu'en fait, tu prends... En fait, t'es grave dans l'autodérision. Ouais. Par rapport à tes prothèses, notamment. Non, mais est-ce que ça cache pas un truc? Je sais pas comment expliquer. Mais alors, tu vois, franchement, non. Le truc, c'est que l'autodérision, je l'avais pas avant. Et je l'ai appris en rentrant dans le milieu du handisport. Parce que les gens... comment ils se clashent. Ah ouais. Faut avoir le cœur accroché. Genre vraiment, ça se clash de fou et tout, tu vois. Et quand je suis arrivée et tout, moi, je me disais, oula. Mais au final, c'est comme ça que les gens, tu vois, ça passe par là. L'acceptation, tu vois, c'est de pouvoir rire de soi-même. Après, tu vois, genre par exemple, l'incendie en lui-même, c'est vraiment un truc que je trouve pas drôle et que tu ne verras jamais faire de blague là-dessus, tu vois. Mais mes prothèses, au final, c'est tellement un truc que j'ai accepté et tout et que je trouve drôle. Je me retrouve dans des situations, tu vois. Genre, par exemple, cet été, je suis allée à Six Flags. C'est un parc d'attractions. Et c'était les attractions où tes pieds, ils sont dans le vide. Et j'ai dit à ma pote, j'ai dit, Mago, c'est chaud parce que si ma prothèse, elle part là, avec la vitesse, c'est compliqué. Elle me dit, mais non, et tout, non. Et en pleine attraction, je sens que ça va partir. Et je lui dis, Emma, tiens ma jambe et tout. Et elle tient et tout. Et elle a pris en vidéo, elle était morte de rire, tu vois. Et je l'ai posté sur les réseaux parce que c'est trop drôle, tu vois. Et je trouve que l'autodérision, c'est un bon moyen pour les gens de s'accepter. Moi, ça m'a aidé à m'accepter. Même ma famille, ça les a aidés à s'accepter parce que j'ai une vidéo avec mon cousin, justement, où genre on danse et Et c'est vrai que les gens, tu vois, pour cette vidéo, j'avais été un peu dans la sauce. Tu vois, les gens, ils n'avaient pas trop compris. Ils avaient dit, c'est pas drôle, t'encourages les gens à se faire bully et tout, nanana. Et je leur ai dit, mais en fait, déjà, c'est moi qui ai posté la vidéo. Déjà, c'est mon idée, bien sûr. Tu vois, genre, c'était vraiment mon idée. Et en fait, le truc que je trouve un peu hypocrite, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils disent, oui, il faut s'accepter, il faut traiter les personnes en situation de handicap comme tout le monde et tout. Ben, si tu clashes ton pote qui est valide, pourquoi est-ce que tu clasherais pas ton pote tu vois ce que je veux dire? Genre, si tu veux que
les personnes en situation de handicap fassent partie de la société à part entière, ben, ça passe aussi par là, tu vois. Après, bien sûr, tu vois, chaque personne a ses limites, etc., machin. Mais moi, je ferais jamais un truc avec lequel je me sentirais mal à l'aise. Et moi, c'est vrai que j'ai un système de prothèse avec lequel je suis hyper à l'aise et où, en fait, il n'y a pas d'attache. C'est pour ça qu'elles peuvent partir aussi facilement et tout. Et je trouve ça hyper drôle, tu vois. Genre, parfois, je me retrouve dans des situations. La dernière fois, je monte dans le Uber. Je monte dans le Uber et tout. Et t'as ma prothèse qui reste, quoi. Je dis merde, tu vois. Et tu vois, c'est des moments où j'oublie, tu vois, parce que je me lève pas tous les matins en me disant ah merde et tout. Mes prothèses, ça me met littéralement 20 secondes pour les mettre et tu vois, elles font partie de moi et tout, tu vois. Ouais, ça fait partie de ton quotidien, Ouais, en fait. voilà. Et je trouve ça genre juste hyper drôle parce que quand il m'arrive des trucs comme ça dans le Uber et tout, ou au parc d'attractions et tout, je me dis mais c'est vraiment une dinguerie, tu vois. Et je me dis bah faut que je le partage, ceux qui trouvent ça drôle, bah tant mieux, et les autres tant pis, tu vois. Et je trouve que ça aide beaucoup à l'acceptation et à normaliser, tu vois, le handicap et à dédramatiser un peu, tu vois. Est-ce que tu aurais un message de fin, du coup, à faire passer? Bah, c'est que la vie vaut la peine d'être vécue, vraiment, et que vous êtes jamais, vous savez jamais qui vous allez rencontrer et qui la vie va mettre sur votre chemin. Et je crois sincèrement que après la pluie vient toujours le beau temps.